Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de l'Audi Q8 dans sa version la plus sportive, version coupée également, c'est le SQ8 Sportback e-tron. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Il faut bien le dire, ces derniers mois, les annonces de nouveaux modèles, de modèles 100% électriques, elles se sont faites plutôt rares chez Audi. C'est le moins que l'on puisse dire, à part l'Audi Q6, il n'y a pas eu grand-chose, si ce n'est des rumeurs. Alors quand on m'a proposé d'essayer ce SQ8 Sportback e-tron, j'ai sauté sur l'occasion pour au moins deux raisons. La première, c'est que ce petit S, il me titillait pas mal, ce S de SQ8. Et puis la deuxième, c'est que je voulais vérifier pendant une semaine, dans mes conditions de trajet du quotidien, ce que vaut ce SUV sorti tout de même il y a 5 ans, c'était en 2019, SUV qui a bénéficié d'améliorations esthétiques et techniques depuis, on va revenir dessus dans un instant. Est-il toujours pertinent aujourd'hui en 2024? Quelles sont ses qualités, quels sont ses atouts? C'est tout cela que je voulais vérifier durant un grand essai électrisant. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de ce gros SUV 100% électrique SQ8 Sportback e-tron? Est-il toujours un choix judicieux aujourd'hui en 2024? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais pendant une semaine complète. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc forcément dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans 2 semaines, un essai très particulier. On sera chez Fisker, le constructeur américain Fisker qui produit ses voitures en Europe. Il est au bord de la faillite, on le sait, il est étranglé financièrement et donc il risque de faire faillite dans les prochaines semaines ou les prochains mois. J'ai tout de même demandé à pouvoir essayer son Fisker Ocean, histoire de voir si ce SUV en valait la peine ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé à propos de ce véhicule, qu'il n'était pas au point, qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas fiable. J'ai envie de juger par moi-même durant une semaine dans mes conditions d'utilisation de la voiture au quotidien et vous donner mon opinion par rapport à cette voiture et cette marque qui malheureusement probablement disparaîtra dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ça, c'est donc dans 2 semaines. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent en mai, en juin et au-delà. Je vous dresse la liste complète tout à l'heure. Extérieurement, l'Audi Q8 restylé, l'Audi e-tron devenu Q8, c'est toujours l'Audi e-tron de 2019, en tout cas dans sa forme générale. Ici, en version coupée, puisque c'est la version Sportback. Au niveau du restylage, qu'est-ce qui a changé depuis les modifications apportées plus récemment? C'est principalement les boucliers, principalement la calandre également, qui est noire ici, mais vous pouvez la voir couleur argentée également, pour donner un autre look, peut-être un petit peu moins sportif, un petit peu plus classieux à votre Q8 ou votre SQ8 Sportback. Pour le reste, on a des nouvelles jantes également, des jantes de 22 pouces optionnelles ici sur cette voiture d'essai. Alors on sait que la qualité principale de cette voiture, c'est déjà pas son efficience à la base, c'est pas son autonomie non plus, forcément ceci expliquant cela. Du coup, des jantes de 22 pouces, ça va sans doute encore pénaliser un petit peu plus l'autonomie. On parlera de l'autonomie réelle, les chiffres auxquels je suis arrivé tout à l'heure à la fin de cet essai. Au niveau des dimensions, qu'est-ce que ça donne sur ce SQ8 Sportback e-tron? Sa longueur, c'est 4,94 m, sa largeur 1,98 m, 2,19 m avec les rétroviseurs, et puis sa hauteur 1,62 m et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, c'est 2,93 m. Voilà des dimensions extrêmement généreuses. On parlera justement de l'espace à bord dans un instant et notamment aux places arrière. Et vous, que pensez-vous de la ligne extérieure de cet Audi Q8 SQ8 Sportback e-tron? Est-ce que vous le trouvez toujours d'actualité aujourd'hui en 2024? Dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, dans les entrailles de ce SQ8 Sportback e-tron, il n'y a pas 2, mais 3 moteurs électriques. Eh oui, toujours plus chez Audi, 3 moteurs électriques asynchrones, 1 sur le train avant et 2 sur le train arrière. Puissance totale disponible, plus de 500 chevaux, 503 précisément. Le couple, il est de 973 Nm, couple gigantesque donc. Et puis la vitesse maximale, elle est limitée à 210 km/h. Mais autant vous dire qu'à 210 km/h sur les autobahns allemandes, où la vitesse
est illimité, eh bien vous n'irez pas bien loin, la batterie va fondre à vue d'œil. Tiens, toujours en parlant de consommation, je vous parlais des jantes de 22 pouces qui n'aident sans doute pas à consommer moins d'énergie. Eh bien 3 moteurs, probablement que d'un point de vue marketing, ça fait waouh. D'un point de vue de la consommation et de l'efficience, ça l'est sans doute peut-être un petit peu moins. Waouh! Parmi les évolutions apportées par le restylage de mi-carrière, il y a l'augmentation de la capacité de la batterie et donc forcément de l'autonomie, une augmentation qui était la bienvenue puisqu'on sait qu'en 2019, eh bien l'autonomie c'était déjà un point faible sur ce véhicule, sur l'Audi e-tron. Alors ça donne quoi en termes de chiffres? Eh bien 114 kWh brut, soit 106 kWh net utiles, réellement utilisables. C'est la nouvelle capacité de cette batterie, logée sous le plancher entre les 4 roues. Et ça donne quoi en termes d'autonomie? Eh bien, compte tenu de cette batterie qui est de très grosse capacité, on s'attendait à des chiffres plus élevés. Ce n'est pas le cas. On est entre 428 et 471 km en norme WLTP, en théorie donc. Ça veut dire qu'en théorie, l'autonomie de ce véhicule est déjà pas très élevée, alors que la batterie est de très grosse capacité. Ça veut dire qu'on a en théorie, déjà consommation importante sur ce véhicule, ce qui n'est pas forcément rassurant. Alors, au niveau des raisons pour lesquelles on obtient des valeurs aussi peu performantes finalement, eh bien c'est le poids. Ce véhicule, il pèse plus de 2,7 tonnes, 2725 kg sans les occupants. Rien que pour la batterie, on est déjà à 750 kg, ce qui est gigantesque. Et donc forcément, qui dit grosse batterie lourde, eh bien dit véhicule lourd égale consommation importante égale autonomie assez réduite, même avec une grosse batterie. Pour recharger la grosse batterie de ce gros SUV, eh bien ça se passe, vous le voyez, à l'avant du côté gauche. Et quand on ouvre la trappe qui est motorisée, c'est très chic, eh bien on constate la présence de 2 connecteurs, les connecteurs habituels, connecteurs de type 2 et connecteurs combo CCS. Partie supérieure, c'est le connecteur de type 2 qui est directement accessible. Ça c'est pas mal puisque c'est à celui-là qu'on va avoir le plus souvent recours au quotidien, puisque c'est la recharge du quotidien, la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Il est relié de série à un chargeur embarqué de 11 kW, ce sera 22 kW en option. Et en termes de temps de recharge, si vous avez la possibilité de recharger régulièrement eh bien sur un chargeur de 22 kW, ça fait vraiment fondre, non pas la batterie heureusement, mais la durée de recharge. On est sur 11h30 pour du 11 kW pour une recharge complète, 6 heures seulement sur du 22 kW et ça c'est très utile pour peu évidemment que vous ayez accès à une borne qui délivre du 22 kW. Chez vous, c'est peu probable, mais peut-être sur votre lieu de travail ou n'importe où ailleurs où vous allez régulièrement. Alors si vous avez également des longs trajets qui sont prévus, des trajets dont le kilométrage va dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, eh bien vous pourrez recharger sur un superchargeur. Pour cela, eh bien il faut retirer le petit cache inférieur. Vous avez donc le gros connecteur combo CCS, c'est la somme des 2 connecteurs qui vous donne accès au courant continue, à la recharge super accélérée, à un superchargeur. Et là, eh bien, cette voiture, elle accepte 170 kW de puissance sur le courant continu. Alors 170, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'avec une architecture 800 volts, ce dont elle ne dispose pas malheureusement, eh bien, on pourrait avoir des valeurs bien plus élevées et donc des temps de recharge bien plus courts. On est ici sur 31 minutes pour récupérer 80% de capacité de batterie. C'est dans la moyenne, mais je dirais peut mieux faire aujourd'hui en 2024. Qui dit carrosserie de SUV coupé dit qu'on a forcément un petit peu moins de volume de chargement dans cette voiture et effectivement ce véhicule n'échappe pas à la règle. Avec la carrosserie classique du Q8, eh bien on est 41 litres au-dessus de la valeur observée avec cette version Sportback, 41 litres de plus par rapport à 528 litres, ce qui reste quand même une capacité de chargement extrêmement généreuse. Alors l'ouverture évidemment est électrique, 528 litres avec la banquette arrière fractionnable 40-20-40 en place avec la banquette arrière complètement rabattue. Le volume total disponible passe à 1567 litres. Voilà qui est très agréable au quotidien, pour le quotidien, pour les courses, pour les vacances également et emmener les enfants à leurs différentes activités. Ça passe dans tous les cas. Au niveau des aspects pratiques, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des renfoncements ici à gauche et à droite. Dans celui de droite, on a une prise 12 volts. On a une petite tablette ici qu'on va pouvoir retirer si on le souhaite. Et puis, on a 4 crochets d'arrimage qui sont très très beaux d'ailleurs. Des crochets d'arrimage qui vont vous permettre de fixer les objets, histoire qu'ils ne se promènent pas dans le coffre. Plancher du coffre qui est assez haut, voilà qui facilite les choses pour le chargement et le déchargement, quasiment à la hauteur du seuil de chargement. Et quand on ouvre
quand on relève cette plaque qu'on peut retirer si on le souhaite, eh bien on constate la présence d'un volume de taille assez conséquente encore en dessous du plancher du coffre. Un volume supplémentaire est également disponible à l'avant puisqu'il y a un frunk dans cette voiture. Capacité du frunk 62 litres et il marque des points. Avec un empattement généreux de 2,93 m, distance entre les roues arrière et les roues avant, forcément il y a de l'espace à l'intérieur et de l'espace notamment ici à l'arrière. Dans un instant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce SUV Audi SQ8 Sportback e-tron. Mais d'abord, à l'arrière, y est-on bien installé? Eh bien, je vous le disais, oui, il y a de l'espace. Alors, on est très bien installé au niveau du dos. Franchement, cette banquette, elle est extrêmement confortable, ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, vraiment, c'est sympa, en tout cas sur les deux places principales à l'arrière. Celui qui s'installera sur la place centrale sera toujours le parent pauvre, hein. D'abord parce qu'il aura l'accoudoir central qui sera dans son dos et donc forcément le dos sera un petit peu moins confortable. Et puis également parce que bien, il aura l'arrière de la console centrale ici à l'avant dans les jambes. Alors on a un plancher qui est presque plat, donc de ce côté-là il n'y a pas de problème. Par contre la console à l'avant recule pas mal et ça c'est peut-être un petit peu dommage pour celui qui va s'installer sur la place centrale. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a? Le toit ouvrant, c'est une option évidemment, mais ça amène pas mal de lumière, notamment à l'arrière comme à chaque fois. On a les sièges ici, ce sont des sièges optionnels sur lesquels on va revenir dans un instant, mais vus de l'arrière comme ça, ils sont extrêmement massifs, ils ont l'air extrêmement confortables, on en reparlera dans la suite. On a des petites pochettes à l'arrière des sièges avant, des petits filets ici pour caser quelques accessoires, smartphone, tablette ou autres, ou encore des livres. À l'arrière de la console centrale, on a ici un espace de rangement en partie supérieure et puis en partie inférieure. Mais quand je dis en partie inférieure, c'est vraiment tout en bas, hein, quasiment au niveau du plancher. On a une prise 12 volts à gauche et deux prises USB-C à droite. Et ça, c'est vraiment dommage de les avoir mis aussi bas et pas plus haut parce qu'on n'a pas toujours des câbles extrêmement longs à l'arrière quand on utilise des appareils électroniques. Et donc, aller mettre ces prises là-bas tout en bas, alors d'abord, il faut aller les chercher et puis il faut que le câble soit suffisamment long. Moi, je préfère une solution comme chez Kia, par exemple, où on les a sur les côtés intérieur des sièges avant où c'est directement accessible, nettement plus pratique, mais évidemment ça demande peut-être un petit peu plus de câbles, ceci expliquant cela, de câbles à l'intérieur de la voiture, ceci expliquant cela. Le seul petit bémol, et c'est inhérent à cette carrosserie Sportback, c'est-à-dire de couper, eh bien c'est qu'au niveau de la tête, pour mon 1m90 ici à l'arrière, c'est un petit peu juste, mais franchement pour tous les autres gabarits et les personnes qui sont moins grandes, ça ne posera absolument aucun problème. Donc ce SUV, il s'en sort vraiment très bien en termes de prestations ici à l'arrière. L'intérieur de l'Audi Q8, c'est toujours à quelques petites touches de matériaux recyclés près. Eh bien, l'intérieur de l'Audi e-tron de 2019 est-il toujours d'actualité aujourd'hui en 2024? Je vous laisse en juger à l'heure des grands écrans, qu'ils soient verticaux ou horizontaux, ou bien les deux au choix, comme chez BYD par exemple. Eh bien, ici, on a toujours devant soi un écran d'infodivertissement assez traditionnel, qui n'est pas d'une taille démesurée dans cet intérieur, lui aussi très comme on a toujours fait, avec, malgré la présence de 3 écrans, encore pas mal de boutons. Les allergiques au tout à l'écran apprécieront. Et puis en partie centrale, on retrouve 2 écrans, donc superposés. Le premier pour l'infodivertissement en partie supérieure et le second pour le chauffage, entre autres en partie inférieure. Concernant les écrans, notez toujours la présence du retour haptique qui génère donc une petite vibration quand vous l'utilisez. C'est assez pratique pour valider ce que vous faites et notamment détourner le moins possible le regard de la route. Malheureusement, ça ne fonctionne pas quand vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto. C'est uniquement pour les menus Audi. C'est le seul petit bémol au sujet de ces écrans. Les assemblages sont évidemment sans reproche et globalement les matériaux utilisés le sont aussi. Si on met de côté les plastiques durs au bas des portières et les touches de piano black de part et d'autre du volant et de l'écran d'infodivertissement qui, selon moi, nuisent un petit peu tout de même à la qualité perçue. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est très bien. Et vous, que pensez-vous donc de ce tableau de bord? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord. Sur la portière conducteur, on a en partie supérieure l'écran de retour du rétroviseur latéral. On y reviendra sur la route. Ensuite, la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres électriques et les sécurités enfants indépendantes pour les 2 places à l'arrière. Et puis en partie basse, le vide-poche, l'ouverture-fermeture du coffre et perdu tout au fond, les 2 mémoires du siège conducteur. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, l'accès au menu éclairage avec feu automatique, feu de position, feu de croisement ou feu éteint, ainsi qu'un accès direct au feu anti-brouillard à l'avant et à l'arrière. On a également juste au-dessus un vide-poche qui est refermable et qui est toujours le bienvenu.
Sur le volant à réglage manuel dans cette voiture d'essai, on a à gauche la navigation dans les menus de l'écran instrument, à droite les commandes multimédia, la commande vocale, le téléphone et la touche étoile personnalisable. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants, l'appel de phare et la commande de basculement automatique entre feu de route et feu de croisement. On a également à l'extrémité du commodo de gauche la commande du maintien au centre de la voie de circulation. À droite, les essuie-glaces. Notez qu'il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière sur cette voiture. Et puis à gauche, mais en partie inférieure cette fois, eh bien on a un troisième commodo qui permet de régler le régulateur limiteur de vitesse. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 12,3 pouces dont le contenu et la présentation sont donc personnalisables via la partie de gauche du volant. Concernant l'écran instrument et la possibilité d'en personnaliser l'affichage, on a d'abord via le menu View, soit cette vue assez classique, soit cette vue étendue concernant la carte, en l'occurrence si on décide d'afficher la carte. Donc c'est très utile cette disposition-là quand on a la carte qui est affichée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, puisque si on navigue dans les menus ici, on va pouvoir aller notamment ici sur un autre menu. Ici on a des informations liées à la date et à l'heure, et on va pouvoir descendre dans ces menus pour obtenir d'autres informations, l'autonomie restante par exemple, la mémoire à court terme avec les valeurs moyennes, mémoire à long terme également, les aides aux conducteurs, les aides à la conduite et les panneaux de signalisation. On peut encore appuyer sur la petite touche ici à gauche et avoir d'autres informations, ce qu'on veut voir en fait dans cette partie info de conduite. On a l'ordinateur de bord, mais je peux souhaiter par exemple remplacer ça par le temps autour, et dans ce cas-là, eh bien, c'est le temps autour qui va s'afficher dans cette partie du menu horizontal. On peut revenir dans le menu, voilà, et redemander l'ordinateur de bord, et on peut remonter dans les menus jusqu'en haut et afficher la date et l'heure. À droite, radio. Ici, pour l'instant, on a les favoris qui sont affichés. Même principe, j'appuie sur le petit bouton et je peux afficher autre chose, DAB/FM, vers les médias, stations récentes, etc. Je reviens en arrière. Je repars à droite, le téléphone qui n'est pas connecté pour l'instant, mais donc on a droit également au menu téléphone si on le souhaite. Et puis donc navigation, même principe, on appuie sur la petite touche menu. Là pour l'instant c'est la carte qui est affichée. On pourrait avoir les destinations récentes, favoris. On a également des menus d'orientation de carte et de zoom automatique. Voilà, on revient en arrière. Voilà pour la personnalisation des affichages dans cet écran, l'écran instrument. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture d'essai, mais c'est disponible en option évidemment, et ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Sous les deux aérateurs centraux, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 10,1 pouces. On y reviendra dans un instant. Sous cet écran, un autre écran de 8,6 pouces. Celui-là, il permet de gérer les commandes de chauffage et de climatisation. En partie supérieure de cet écran, une ligne de commande qui reprend l'assistant en descente, l'aide au stationnement, une ligne de raccourci, les paramètres de recharge et le bouton de désactivation de l'écran d'infodivertissement. Sous l'écran, deux autres lignes de commande. Sur la première, on va retrouver le sélecteur de mode de conduite, la désactivation du contrôle de stabilité ESC, les feux de détresse et le désembuage à l'avant et à l'arrière. Sur la deuxième ligne, juste en dessous, le bouton de démarrage, dont on se serait bien passé d'ailleurs, l'appel du menu caméra, l'aide au parking et les aides aux conducteurs. Vous pouvez sélectionner maximum ou basique, ou bien encore opter pour individuel et sélectionner vous-même les aides que vous souhaitez activer ou non. On retrouve enfin le bouton de volume qui permet également de sélectionner la plage ou la station précédente ou suivante et de couper le son en poussant dessus. Plus en arrière, le très joli sélecteur de vitesse, ça fait très aviation, c'est très sympa. On retrouve également à gauche le frein de parking électrique. Entre les sièges avant, une prise 12 volts de type allume-cigare et du rangement avec un espace ouvert à gauche et un autre fermé à droite qui contient deux porte-gobelets repliables. À l'arrière de cette partie enfin, deux prises USB-C avec possibilité de faire passer le ou les câbles par un petit trou pour stocker votre téléphone qui charge sous la coudoir centrale. La boîte à gants, enfin, elle dispose d'un grand couvercle mais de contenance finalement relativement standard. Pas de grande contenance donc pour cette boîte à gants. Je vous propose deux choses. Les modes de conduite tout d'abord. Alors, mode de conduite disponible via le Drive Select ici. On est en présence de pas mal de modes de conduite dans cette voiture. On a notamment des modes spécifiques au tout-chemin ou au tout-terrain. Notamment, si on va ici au-dessus, on a Off-Road. Dans ce cas-là, le contrôle de stabilité ESC est désactivé. Si on descend, on a le
All Road, avec possibilité de relever, vous le voyez, la voiture est en train de relever sa suspension. Si on descend encore, le mode Efficiency, donc le mode Eco, le mode Confort qui est le mode standard et le mode automatique qui va s'adapter aux circonstances. On a également le mode dynamique, du coup on a des vibreurs, des ralentisseurs ici sur le petit dessin à droite. On a également, dans ce cas-là évidemment, la voiture va plutôt descendre au niveau de ses suspensions. Et puis le mode individual. Et quand on l'ouvre, eh bien, on sélectionne 3 paramètres que vous allez pouvoir équilibrer comme vous le souhaitez, à savoir propulsion, économique, équilibrée ou sportive, suspension confortable, équilibrée ou sportive, et puis la direction confortable, équilibrée ou sportive, histoire de vous concocter finalement votre SQ8 Sportback e-tron à vous avec vos paramètres, ceux que vous appréciez particulièrement. Je vous parlais il y a un instant des aides au conducteur, on peut les détailler également, hein, je vous le disais. Maximum, donc ce sera toutes les aides, basique, les aides indispensables, et puis individuelles, on va les rappeler. Voilà, individuelles, là vous pouvez agir et vous pouvez activer ou désactiver les aides que vous souhaitez obtenir durant votre conduite, et ça peut changer d'ailleurs d'un parcours à l'autre. On revient en arrière, on va détailler maintenant les caméras, le système de caméra qui est à 360 dans cette voiture avec effet 3D. Pour ça, je vais passer la marche arrière avec le sélecteur de vitesse, voilà, et on obtient, évidemment, on a aussi une assistance au parking dans cette voiture, je ne l'ai pas dit, mais assistance au parking disponible. Personnellement, j'utilise pas ce système parce que je trouve ça toujours très très lent et finalement, on peut faire la manœuvre soi-même. A priori, on a le permis de conduire, donc ça devrait aller. Ici donc, on a la vue arrière, on a la vue à 360 degrés et vous remarquez qu'il n'y a quasiment aucun angle mort ici sur le contour de cette voiture, et ça c'est très pratique, notamment dans les parkings où vous allez avoir des bordures qui sont extrêmement élevées et proches de la voiture. Eh bien, c'est assez rassurant de pouvoir les observer avec cette bird view, cette vue oiseau, cette vue drone en partie supérieure, ou bien cet effet 3D que vous pouvez activer ici, et vous allez pouvoir voir exactement où vous vous trouvez. Si vous allez au drive-in d'un fast-food par exemple, souvent on a des grosses bordures également et des virages assez serrés, eh bien vous allez pouvoir vous en assurer que vous passez pas trop loin que vous passez justement assez loin des bordures. Vous allez pouvoir vous en assurer avec ces différentes vues. Alors ici, on est sur la vue arrière. Par défaut, parce que j'ai passé la marche arrière, je peux avoir envie d'une vue à l'avant ici, à l'avant de cette manière, à l'arrière étendu également. Voilà, vue gauche-droite. Alors ça, c'est très bien. Quand on est sur une barrière de parking, par exemple, on a une bordure à gauche, une bordure à droite. Là, vous pouvez voir précisément où vous vous trouvez. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Voilà, on peut descendre, diminuer ce menu également. Et puis ici, on a donc le menu des aides à la conduite, les aides au parking que vous allez pouvoir utiliser si vous le souhaitez. Accessible également via ce petit bouton ici, l'aide au stationnement. Voilà pour les détails complets de l'intérieur et de ce système, de ces systèmes qu'on va retrouver à bord de cette voiture. On va s'attarder maintenant quelques instants au système d'infodivertissement. Un rapide coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. Alors très classe, moi j'aime bien les graphismes, tout est classe, fin, détaillé, et je trouve que ça va particulièrement avec l'ambiance générale dans cette voiture. On est clairement dans une Audi et on a quelque chose de vraiment premium en termes de rendu. Je trouve ça beaucoup plus classe par exemple que ce qu'on va retrouver chez Mercedes, qui est parfois un petit peu kitsch avec toutes ces lumières et ces couleurs différentes. Ici c'est relativement monochrome, les petites touches de couleurs se limitent aux différents menus ici, et je trouve ça vraiment pas mal. Alors un menu en partie de gauche, menu maison pour se retrouver sur cet écran-ci ou sur celui-ci, avec ces 3 widgets, avec des accès directs ici en dessous à des informations principales. Ici on est sur la partie radio. Alors ce sont les favoris qui sont affichés, vous pouvez aller dans la liste également, et la radio en ligne est disponible également dans cette voiture. On a vraiment un système radio qui est vraiment très très complet. On a également ici la partie téléphone, c'est là que vous aurez la possibilité d'afficher Apple CarPlay ou Android Auto et de les appeler via ce petit bouton. Ça se passe sans fil dans cette voiture. La partie téléphone ici, pour l'instant, il n'est pas connecté. Et la partie navigation ici avec cette carte qui vous permet de choisir votre destination. Tiens, si on allait faire un petit tour à Marseille, c'est ce qu'on va faire. Alors là, du coup, on est sur l'écran inférieur, Marseille. L'écran du coup qui sert normalement au chauffage et à la climatisation, qui du coup se transforme en clavier. C'est très très pratique. Il y a également la reconnaissance gestuelle sur cet écran qui est plutôt sympa. Donc 1023 km pour aller à Marseille.
On va voir ce que ça va raconter. Marseille, reprendre la destination, ajouter la rue, reprendre la destination. Voilà. Ok, on est parti. 1023 km donc. L'itinéraire est en cours de calcul. Itinéraire en cours de calcul. 1023 km pour atteindre Marseille à partir de là où je me trouve. Événement sur votre itinéraire, des routes à péage. Ok. Pour le reste, est-ce qu'elle va me proposer de recharger ? Ce qui serait très intéressant parce qu'on ne va pas faire 1000 km avec ce qu'elle a pour l'instant dans le ventre. Vous ne pouvez pas atteindre la destination avec le niveau de charge actuel de la batterie. Souhaitez-vous chercher des bornes de recharge ? Oui. Voilà. Et elle me propose du coup voilà, différents arrêts. 1, 2, 3, 4 arrêts en sachant qu'on est pour l'instant sur un peu plus de 50% de batterie. À chaque fois, on note à combien sera la batterie et on note combien de temps on va devoir s'arrêter. Donc on a une planification qui est quand même très poussée dans cette voiture. Ce qui est la moindre des choses quand on roule dans une voiture qui n'a pas une autonomie gigantesque. Donc si on était parti avec 100% ici, on aurait sans doute eu un arrêt de recharge en moins, ce qui nous aurait fait 3 arrêts de recharge au lieu de 4, ce qui est tout à fait acceptable pour traverser la France, en tout cas dans l'état actuel des autonomies qui sont disponibles et des puissances de recharge qui sont disponibles. Voilà, on va arrêter la navigation. Alors ensuite, on va revenir sur l'écran principal, le voici. Premier écran principal, on l'a dit, avec ses widgets. Deuxième écran principal ici qui est plus traditionnel. On en a un troisième et encore un petit bout ici avec différents menus. Donc radio, médias, téléphone, navigation. C'est ce qu'on retrouve ici à gauche. Les applications, donc c'est ici la connexion à Apple CarPlay, Android Auto. Favoris, réglages. Ici, véhicule. Avec la recharge, on peut cliquer sur recharge ici. Elle suggère d'ailleurs ici de recharger jusqu'à 80% au quotidien pour préserver la qualité de la batterie et notamment sa capacité dans le temps. Donc recharge au quotidien à 80%, pas plus, et sur des longs trajets, là vous allez pouvoir effectivement recharger à 100%. Voilà, c'est ce qui est recommandé en tout cas par le constructeur. Si je vais ici, eh bien, procédure de recharge, vous allez pouvoir planifier également vos différentes sessions de recharge. Audi Drive Select, ça on l'a vu, c'est comme ici en dessous, hein, c'est le sélecteur de mode de conduite, les affichages du véhicule, assistant d'efficience, les sièges, climatiseurs. Les sièges, en fait, on a dans cette voiture facilité d'accès, donc le siège qui recule pour faciliter la sortie et l'accès au véhicule. Climatiseur, éclairage, visibilité, aide au stationnement. Dans éclairage, on a éclairage extérieur, phare à commande automatique, éclairage d'accès à la descente du véhicule. Voilà, éclairage d'ambiance, capteur de pluie, qui fait partie du menu visibilité, effectivement, même si c'est un peu étrange de le retrouver là. L'aide au stationnement, on l'a dit, c'est disponible également dans cette voiture, avec différents réglages de sensibilité possibles. Les aides au conducteur, réglages et entretien et favoris. On revient sur l'écran principal. Si on tire vers le bas, on a évidemment ce petit menu avec notamment tout ce qui est connectivité, profil, etc. On rappuie ici. Voilà, pour tout vous dire, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a d'autres informations ici, mais on est plutôt sur le gadget, hein, gadget météo, widget, etc. Et puis tout à la fin, les achats que vous allez pouvoir effectuer, histoire d'augmenter encore le niveau d'équipement de votre véhicule après l'achat. Voilà pour ce qui est du système d'infodivertissement. On file sur la route. Allez, c'est parti à bord de ce SQ8 et sans surprise au démarrage, on est dans un bon gros SUV électrique, une sensation de véhicule massif qui rassurera ou valorisera certains conducteurs, mais qui plaira sans doute moins à celles et ceux qui recherchent une certaine agilité au volant. À part ça, les commandes tombent naturellement sous la main, tout est bien organisé dans cet intérieur. Mention spéciale, je le disais, pour le retour haptique, cette petite vibration lorsque vous poussez sur une commande à l'écran, c'est très pratique et surtout très très ergonomique. Et puis ça fait un peu premium aussi. Dans cette voiture d'essai, en matière de sièges, eh bien, on retrouve les sièges Sport S qui sont optionnels à réglage électrique avec 2 mémoires côté conducteur, on l'a vu. Les 2 sièges avant dans cette voiture d'essai sont également chauffants, mais ça aussi, c'est une option. Et la commande est facilement accessible ici sur le 3e écran. Au niveau du confort, c'est ni trop mou, ni trop ferme. Le maintien latéral, il est vraiment bon. En fait, on fait vraiment corps avec la voiture, avec ses sièges et puis ce tableau de bord très ergonomique également. Bref, trouver sa position de conduite idéale est vraiment très facile dans cette voiture. On est vraiment donc très très bien installé.
Elles sont toutes là, ou presque, les aides à la conduite qui sont disponibles. Alors évidemment, tout n'est pas de série, on reste chez Audi. Parmi les plus utilisés au quotidien, le régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne de manière particulièrement douce, ce qui est un vrai régal. Idem pour le maintien au centre de la voie de circulation qui est lui aussi très bien calibré, ce qui ajoute une dose de confort supplémentaire. Sur autoroute, vous gardez les mains légèrement posées sur le volant et la voiture fait le reste. À aucun moment cette semaine, je n'ai eu de fausses alertes ou de réactions brutales. Franchement, c'est vraiment top. Un mot concernant les rétroviseurs caméra, par contre, là, c'est la mauvaise idée pour moi, en tout cas dans la configuration qu'on retrouve dans cette voiture. Les écrans, selon moi, sont mal positionnés. Ça ne sera jamais aussi clair et évident que des rétroviseurs classiques. Surtout du côté conducteur, on a vraiment l'impression de regarder l'écran de biais, de travers, comme si on était l'enfant puni de la famille, qui n'est pas installé devant la télé, mais un petit peu sur le côté et qui la voit complètement de travers. C'est pas très agréable. Même après plusieurs centaines de kilomètres cette semaine au volant de cette voiture, eh bien, je ne leur fais toujours pas confiance à ces rétroviseurs qui me procurent un vrai sentiment d'insécurité, ce qui n'est évidemment pas le but à la base. Un conseil, gardez votre argent pour vous offrir d'autres options et conservez des rétroviseurs classiques, c'est mon conseil. Concernant l'agrément de conduite, eh bien, je peux vous affirmer que j'ai passé une semaine très confortable au volant de cet Audi SQ8 Sportback e-tron, mais que ce n'est pas dans ce gros SUV, pour être tout à fait honnête, que j'ai pris le plus de plaisir au volant, dans le sens pilotage du terme. C'est plus une voiture à vivre qu'une voiture à piloter, même avec le petit S de SQ8, même avec les plus de 500 chevaux disponibles. Le poids, il est là, il est conséquent, un peu plus de 2,7 tonnes, on l'a dit. Et donc, même si le châssis et la motricité sont vraiment excellents, eh bien son truc à lui, ce SQ8, ça reste plutôt la conduite confortable et certainement pas le pilotage. Sur le plan du confort, on a aussi les suspensions pneumatiques adaptatives. Elles aussi, elles font de l'excellent travail. Mais voilà, son truc à ce SQ8, c'est d'être mené plutôt tranquillement. On a les 4 roues motrices, ça c'est un plus pour la sécurité. Mais inévitablement, le côté sportif, il n'est pas vraiment là. Bref, si vous aimez du confort, des aides à la conduite bien calibrées, un minimum de dynamisme et un beau volume, et puis une marque valorisante, un blason valorisant, ce SQ8, il peut être effectivement fait pour vous. Si par contre votre truc c'est plus le pilotage, eh bien tournez-vous vers quelque chose de plus léger. Le silence, il est vraiment très impressionnant dans ce SQ8. Je l'ai remarqué d'ailleurs dès les premiers tours de route, dès que je suis allé chercher ce véhicule. Vous l'avez vu peut-être dans la vidéo premier trajet. Bruit de roulement et bruit aérodynamique sont vraiment hyper bien maîtrisés. On a vraiment élevé le niveau de confort sur ce point. Le travail est remarquable. De série côté système audio, eh bien vous profitez d'un système de qualité tout à fait satisfaisante. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment ajouter en option le système Bang & Olufsen Premium qui équipe cette voiture d'essai. Et là évidemment le résultat il est encore plus impressionnant, à la hauteur du niveau de prestation revendiqué par ce SUV en termes de confort et de qualité de vie à bord. Vous souhaitez tracter une charge avec votre SQ8 Sportback e-tron, eh bien si la charge est freinée, vous allez monter jusqu'à 1800 kg, c'est pas mal. Non freinée, ce sera la norme, 750 kg. Le diamètre de braquage, c'est 12,2 mètres entre trottoirs, attention, et pas entre murs, ça fait une petite différence. C'est une valeur évidemment assez élevée, rien d'étonnant au regard de l'encombrement de ce mastodonte. Autant vous dire que la ville et les parkings, c'est pas vraiment ses terrains de jeu préférés, mais ça j'imagine que vous vous en doutiez un peu. Cela dit, si vous avez la chance de pouvoir profiter, comme dans cette voiture, de la caméra 360 degrés avec effet 3D, les choses deviennent tout de suite un petit peu plus faciles en milieu urbain, en tout cas moins stressantes en fonction des situations rencontrées. Habitué que je suis à la conduite à une pédale et donc à une récupération d'énergie forte, si je le souhaite en tout cas au lever de pied de l'accélérateur, j'ai été assez désarçonné par la philosophie adoptée par ce SQ8 en matière de récupération d'énergie. En fait, il incite à profiter au maximum de l'élan. Et avec 2,7 tonnes sur la balance, de l'élan, une fois lancé, il en a. Donc profitez de l'élan plutôt que récupérer l'énergie une fois qu'on lève le pied de l'accélérateur. Donc quand vous levez le pied, il n'y a aucune récupération dans la plupart des cas. La voiture va continuer sur sa lancée. Et en fonction des conditions de circulation, c'est vous qui pouvez activer la récupération d'énergie sur 2 crans et la moduler à l'aide des palettes qui sont derrière le volant. Un exemple, vous êtes sur l'autoroute, vous vous engagez sur une bretelle de sortie et là vous pouvez tirer 2 fois vers vous la palette de gauche pour obtenir la récupération maximale qui n'est pas si élevée que ça, mais qui propose quand même un ralentissement qui est, on va dire, bien réel. Dans ce cas-là, vous pouvez espérer arriver à la fin de la bretelle de sortie au ralenti. La première partie de la course de la pédale va vous permettre
également de récupérer l'énergie, comme sur toutes les voitures électriques. On est donc bien loin de pouvoir tout faire avec la seule pédale de droite, l'accélérateur. C'est une manière de faire qui va complètement à l'encontre de la tendance actuelle, celle du One Pedal Drive, la conduite à une pédale. Notez tout de même qu'il n'y a aucune récupération lorsque vous levez le pied de l'accélérateur et qu'il n'y a aucun obstacle prévu sur la chaussée. Par contre, si vous arrivez dans une zone avec une limitation de vitesse inférieure, si vous arrivez derrière une autre voiture, si vous arrivez près d'un carrefour, un rond-point, un obstacle routier en fait, là une récupération automatique va se mettre en marche en fonction de ces différentes conditions, en fonction des obstacles rencontrés sur la route. Vous aurez donc quelque part une assistance au freinage qui va anticiper le fait de ralentir. À vous de faire le reste. En matière d'éclairage, on a en option sur cette voiture d'essai les phares LED Matrix numériques d'Audi avec tous les avantages qu'on connaît, notamment le fait de pouvoir laisser la voiture gérer l'allumage et l'extinction d'une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. En gros, vous êtes dans une zone mal éclairée, la voiture va rester en plein phare, en feu de route, donc les bas-côtés seront très bien éclairés, alors qu'au centre de la voie de circulation, elle va éteindre une partie du faisceau lorsque vous avez des voitures juste devant vous que vous suivez ou lorsque vous croiser certains usagers pour ne pas les éblouir. Donc c'est un plus pour la sécurité, mais c'est pas propre à Audi. On retrouve ça un peu partout aujourd'hui. Donc cette voiture, elle va plus loin que ça avec le côté numérique des phares. Les phares chez Audi, c'est vraiment leur spécialité. Il y a ici une fonction en plus de projection, d'assistance lumineuse, notamment sur autoroute, où les phares vont projeter un tapis lumineux. Vous le voyez devant vous, c'est assez impressionnant avec des motifs d'orientation également, histoire de permettre aux conducteurs de mieux se positionner sur la voie de circulation, notamment dans les zones en travaux. Ici, par exemple, la voiture suggère d'aller tout droit sur la voie de circulation en adaptant la largeur du champ lumineux en fonction de la largeur de la bande de circulation. Alors tout ça n'est absolument pas indispensable, hein, mais tout ça est quand même très très impressionnant et puis c'est toujours un plus pour la sécurité. Avant de se retrouver à l'extérieur pour la conclusion de cet essai, parlons autonomie réelle. Alors l'autonomie théorique sur une seule charge, c'est jusqu'à 471 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version. J'ai conduit la plupart du temps tranquillement, tout en conduisant comme d'habitude de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique, et cette semaine il a fait entre 3 et 15 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu moins de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Alors en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une consommation moyenne de 30 kWh au 100 en moyenne. Donc c'est une valeur qui est franchement élevée, qui m'a permis de faire un bon 300 km réels sur une seule charge dans mes conditions de cette semaine, mais grâce au fait que la batterie est très grosse, pas grâce au fait que la voiture est efficiente, pas du tout. Avec des températures plus élevées et moins de voies rapides, eh bien on peut espérer aller chercher les 350 km réels. À titre de comparaison, lors de l'essai de l'Audi Q8 Sportback, donc sans le petit S, j'étais arrivé à une moyenne de 25 kWh au 100 et donc 400 km réels sur une seule charge. Mais les températures étaient plus élevées que durant cette semaine. Et puis dans le Q8, il y a 2 moteurs et pas 3, ce qui joue également et pas vraiment de manière positive pour ce qui est de ce SQ8. Avant de conclure cet essai, on se retrouve pour parler du prix de cet Audi SQ8 Sportback e-tron en Belgique, en France et en Suisse. En Belgique, les prix démarrent à 105 490 €, prix de base évidemment hors option. Et la liste des options peut être extrêmement longue et très fournie, faisant grimper la note finale. On détaillera d'ailleurs le prix de cet exemplaire d'essai dans un instant. Le prix de départ en France, dans l'Hexagone, il est sensiblement supérieur puisqu'il vous en coûtera pour vous offrir le SQ8 Sportback e-tron au minimum 113 700 €. En Suisse, enfin, les prix démarrent à 112 500 francs, le tout toujours hors option évidemment. Alors justement, détaillons le prix de cet exemplaire d'essai. Il est équipé entre autres des rétroviseurs virtuels, des phares LED matriciels, des jantes spécifiques de 22 pouces, du pack cuir, des sièges sport, de l'installation sonore Bang & Olufsen, du pack Platinum, soit plus de 30 000 € d'options. Cet exemplaire en Belgique vous coûtera 136 380 € et 6 centimes précisément. Configurez votre SQ8 Sportback e-tron ou votre Q8 Sportback ou non. Ça se passe sur le site internet d'Audi, le site qui correspond à votre pays. Configurez-le et déterminez votre prix.
Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps avec pas mal d'avantages en termes de déductibilité, de facilité de gestion au quotidien. C'est le leasing opérationnel. Une seule mensualité, toujours la même, du premier au dernier mois et tout est inclus. Bien sûr, la mise à disposition du véhicule, mais également les taxes, les entretiens, le remplacement des pneus, etc. etc. Vous n'avez à vous soucier de rien et dans une entreprise, pour la gestion d'une flotte, c'est toujours un avantage. Alors pour les particuliers, les avantages sont les mêmes, pas la déductibilité, mais le fait de ne rien avoir à gérer, que tout soit inclus. Bien sûr, ça vous coûte plus cher qu'un remboursement de crédit, mais quand vous faites le calcul d'un remboursement de crédit et de tous les frais annexes que vous ramenez sur un mois ou sur plusieurs mois la durée du contrat, eh bien finalement vous verrez que cette formule, elle est relativement intéressante et puis surtout, c'est la tranquillité au quotidien. Qu'il vous arrive quoi que ce soit, eh bien vous faites appel à la société de leasing qui s'occupe de tout et vous n'avez rien à débourser et ça c'est vraiment un avantage en termes de gestion de budget. Et puis combien vaudra cette voiture à la fin du contrat, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, cette voiture ou n'importe quelle autre voiture électrique? Très difficile de le dire évidemment puisque la technologie évolue très rapidement et donc là ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle en fin de contrat, c'est la société de leasing. Pour au moins ces deux bonnes raisons, eh bien demandez une offre, ça n'engage à rien. Rendez-vous sur arval.be pour demander une offre en Belgique, arval.fr pour la France. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien pourquoi dans ce cas-là ne pas aller faire un tour sur Autoscout24? Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Des voitures disponibles immédiatement, des voitures qui correspondent à vos critères que vous allez rentrer sur le petit formulaire. Plus vous rentrez des critères précis, plus vous obtiendrez en retour eh bien, une liste de véhicules qui correspondent précisément à ces critères. Votre prochaine voiture se trouve peut-être déjà sur Autoscout24 et est donc disponible immédiatement. Alors votre véhicule actuel, vous allez pouvoir également le faire reprendre par Autoscout24. En tout cas, vous pouvez demander une offre. Là aussi, vous rentrez les caractéristiques de votre véhicule actuel et vous recevez en retour une offre de reprise. Et puis, on n'oublie pas que Autoscout24, c'est également l'application Autoscout24, celle qui vous permet d'avoir Autoscout24 au creux de votre main dans votre smartphone. L'application, elle est disponible sur l'App Store d'Apple, le Play Store de Google. Elle est entièrement gratuite et elle vous permettra eh bien, de faire votre sélection parmi les plus de 100 000 voitures disponibles actuellement sur Autoscout24. Vous préférez le site internet, pas de problème, autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, ce SQ8 Sportback e-tron, on peut le dire, c'est un SUV coupé qui propose globalement un très bon niveau de prestation. C'est une très bonne voiture, à défaut d'être une très bonne voiture électrique. Parce qu'en effet, il est lourd, très lourd, trop lourd et malheureusement du coup côté efficience et autonomie, eh bien on repassera. Le coût des 3 moteurs, ça le fait d'un point de vue marketing, mais ce n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus efficient. Alors attention, 300 ou 350 km réels, au final ce sera suffisant pour pas mal de monde au quotidien, mais ça ne peut pas masquer le fait que la consommation reste très élevée en raison d'un poids déraisonnable. Sur ce point, la concurrence en général plus récente fait mieux. Malgré les mises à jour esthétiques et techniques dont il a profité récemment, eh bien ce SQ8 ou ce Q8 d'Audi ne peut masquer le poids des années. Cela dit, il nous permet de voir que depuis 2019, finalement, les choses ont bien évolué positivement en matière d'efficience, en matière d'autonomie. On a maintenant des valeurs qui sont beaucoup plus élevées aujourd'hui que ce n'était le cas en 2019, ce qui ne fait pas forcément les affaires de ce SQ8. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, je vous l'ai dit, ce sera dans 2 semaines, un essai très particulier, un petit peu triste aussi, puisque ce sera l'essai d'un SUV qui va probablement disparaître avec le constructeur qui le fabrique, à savoir Fisker, le Fisker Ocean. On verra ce que ça donne, on verra si ce SUV finalement en valait la peine ou s'il était quelque part un petit peu voué à l'échec. Tout ça donc dans 2 semaines sur Charging Station. D'autres essais toujours en mai chez Volkswagen. Je prendrai le volant du SUV Volkswagen ID.5. Là aussi, c'est un SUV coupé. Volkswagen ID.5 en version propulsée
propulsion avec le nouveau moteur de 286 chevaux. On ira chez Mini, il y a de la nouveauté chez Mini. Je prendrai le volant du nouveau Countryman qui a bien grandi par rapport à la génération précédente. Ce sera la version 100% électrique évidemment. En juin, on ira chez Hongqi finalement essayer ce fameux Hongqi EHS 9. On verra ce que ça donne en termes de prestations qui s'annonce très haut de gamme. On retournera chez Mini avec l'essai de la plus petite Mini cette fois-ci, la Mini Cooper. Mini Cooper qui porte d'office le nom Cooper à présent. Ce n'est plus réservé à une motorisation en tant que telle, ça désigne la Mini classique finalement. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent dans les prochaines semaines, après le mois de juin. Ce sera le cas de la Polestar 3, ce sera le cas également chez BYD, du BYD Seal U, un SUV encore un, et puis chez Renault, le Renault Scénic E-Tech électrique qu'on attend là aussi avec impatience après avoir pris le volant récemment du 3008 de chez Peugeot, du i3008 de chez Peugeot. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'oubliez pas le nouveau format premier trajet, ce sont mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie. Une vidéo qui est complémentaire avec mes premières réactions à chaud par rapport à cette vidéo-ci et aux grands essais électrisants. N'hésitez pas à aller les visionner. Vous avez aimé cette vidéo, et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce également. Vous pouvez la partager, ça aide à faire grandir la communauté Charging Station, toujours plus nombreuse puisque nous serons bientôt 200 000 sur Charging Station. Et tout ça, c'est uniquement grâce à vous. Merci énormément au nom de toute l'équipe de votre fidélité et à bientôt.